Radio Busy Inter, un canal d'expression pour les jeunes. RBI Découverte. Allez à la découverte du monde à travers le partage d'expériences, des métiers, des enseignements et des conseils. RBI Découverte, un canal de divertissement et de promotion des jeunes talents. RBI Découverte, votre émission, un créneau d'apprentissage des leaders. Madame, Monsieur, chers internautes, bienvenue sur le plateau de votre émission RBI Découverte, connue sous le nom de Ide Mava. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, comment vous allez? Merci d'être là. Je ne suis pas un grand styliste, je suis un styliste comme tout le monde. Donc oui, je m'appelle Ide Mava, je suis créateur de mode burkinabé. Ide Mava, c'est votre nom à l'état civil ou c'est le nom que vous êtes taillé dans le domaine de la création? Alors, Ide Mava, Ide, c'est le nom de famille. Mava, c'est la marque, ajoutée à un nom de famille qui fait Ide Mava. Et je pensais que ça sonnait bien à l'oreille. Voilà. Oui, justement. À l'état civil, mon nom c'est Ide Adi, A-D-Y, parce que je suis Kassina. Ide Mava, comme ça sonne très bien, on va vous appeler ainsi. D'accord. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à la mode? Je suis arrivé à la mode comme tous les créateurs. C'est dans les années 76 où on avait un voisin, un diaspora qui entrait et qui cousait et moi je le voyais faire et c'est de cette manière ça m'a plu et que je me suis dit tiens pourquoi pas, je me suis lancé là-dedans un peu juste comme ça pour le plaisir. Mais en 76, vous devriez être un adolescent ou... Oui, c'est bon, j'étais petit, mais bon, vous savez qu'au village, même pas au village, tout petit, on apprenait même à fabriquer des bricoles. Avec les fils de fer, on faisait des voitures, on fabriquait des trucs comme ça. Parce qu'on est passionné de ces objets et c'est presque la même chose que la couture magique de pouvoir avoir une machine sous laquelle qui coud, alors que logiquement, c'est avec la main une aiguille qu'on coud. Maintenant, on constate un appareil qui peut coudre et ce n'est plus à la main, mais il faut juste pédaler et que ça coule la vie. Donc, c'était magique pour moi. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter dans les plus petits détails comment vous avez commencé en vous inspirant vraiment de ce métier que votre voisin pratiquait? Ouais. Comment est-ce que vous avez évolué de l'apprentissage jusqu'à un certain niveau? Alors, je peux dire aussi que l'inspiration est venue de fait aussi que mon père était un commerçant de vêtements et il n'hésitait pas de m'habiller. Peut-être que c'est à partir de là où l'envie de s'habiller. Je pense qu'un enfant, quand vous l'apprenez quelque chose à bas âge, ça le reste en fait. Et que je pense que c'est à partir de là où je me suis lancé dans la couture pendant un moment. Et après, j'ai arrêté parce que je voulais changer de cadre. Donc, je dis à mes parents, tenez, je vais changer de ville, je vais aller dans une ville plus grande. Ils m'ont dit, mais tu vas où? Je dis, peut-être à Ouaga. Tu connais quelqu'un? Je dis, non, mais comment tu vas faire? Je dis, bon, je vais aller comme ça. Et voilà comment j'ai quitté mon village pour arriver à Ouaga. 77 par là, comme tout enfant qui veut faire l'aventure. Alors, arrivé à Ouaga où la première fois où je vois du goudron et puis je vois des lampadaires, je me dis mais c'est quoi qu'on n'a jamais vu au village. Donc c'était magique comme je dis toujours. Ma présence à Ouaga ne m'a pas permis de continuer un peu la couture. C'est après que je me suis relancé dedans parce que il faut vivre. Hein. Et pour vivre, c'est pas sûr que ton patron te donne à manger si tu dis que tu vas apprendre à coudre. Donc il fallait faire des petits boulots pour pouvoir survivre. Et puis connaître bien la ville. Jusqu'à un moment, je me suis retrouvé à faire du sport pour gagner ma vie. Du sport, quelle discipline? Discipline pratiquée par les Européens, ils appelaient ça le tennis. Et après, beaucoup de carrières dans ce sport, peut-être plusieurs années, je me suis formé. Voilà.
je fais quand même une carrière dans ça. Et à un moment, comme j'arrivais quand même à avoir un peu d'argent pour pouvoir vivre, et puis je dis bon tiens, je peux associer le stylisme dans le sport. Donc voilà un peu comment je me suis débrouillé. J'étais logé dans une pièce, un salon de 18 tôles où je commençais à louer des machines, mettre dans mon salon. J'étais logé à Kamsonga, dans la cour. Et puis collaborer avec des couturiers où je dessinais mes modèles et je les faisais faire. Mais je commençais par faire des tenues de sport, le sport auquel je pratiquais. Parce que je voyais les modèles dans les journaux qui coûtaient assez cher. Que ça vient de l'Europe, c'est cher. On peut avoir une culotte à 20 000, 25 000. Je me suis dit, bon, tiens, je sais le faire. À quoi sert d'aller, voilà. Et le tissu, on peut le trouver. Donc, je commençais à faire mes tenues de sport moi-même. Et que je commençais à les porter. Et à un moment, les collègues, que ce soit des coopérants, tout le monde dit, mais il dit, tiens, ta culotte, j'aime bien, ta tenue, j'aime bien. Où est-ce que tu l'as? Je dis, non, c'est moi qui le fais. Et j'ai commencé à faire des tenues de sport que je vendais dans mon club avec les joueurs. Donc j'avais associé tennis, le sport, à la couture. Mode, tennis. J'ai fait ça pendant longtemps. J'ai arrêté le sport en 95. J'ai été l'entraîneur national du Burkina en 86 au tennis. Je représentais l'équipe du Burkina un peu partout en Afrique de l'Ouest, tout en restant créateur de mode. Ça me plaisait tellement. J'étais parmi les 4 meilleurs joueurs au Burkina et peut-être les 8 meilleurs en Afrique de l'Ouest en tennis. Et en 95, j'ai arrêté le sport parce que la mode m'a encore retiré. J'étais tellement passionné de la mode que je suis retourné à la mode. J'étais obligé d'ouvrir une boutique en 88 où la marque Idemava a vu le jour sur l'avenue Nyenenga, une rue qui était animée 24 heures sur 24 heures, où Idemava était implanté là. Je peux dire que j'étais parmi les premiers à faire du prêt-à-porter africain au Burkina. Bon, la sous-région, quand je partais, c'était le sport, mais je pense qu'au Burkina, j'étais parmi ceux-là qui faisaient du prêt-à-porter africain. Et d'ailleurs, une petite histoire, quand j'ai commencé à faire du prêt-à-porter. Quand je disais c'est du prêt-à-porter, les clients me disaient non, c'est pas du prêt-à-porter. Je dis mais pourquoi? Ils disent non, c'est fait ici. Je dis mais le prêt-à-porter c'est quoi? Ils disent mais c'est ce qui vient de l'extérieur, de l'Europe. C'est ce que les gens avaient en tête comme idée, que le prêt-à-porter, c'est tout ce qui venait de l'Europe. Et ce qui était fait sur place n'était pas du prêt-à-porter. Je leur ai dit non. Et le mot prêt-à-porter, c'est quand la tenue est prête pour être portée. Et ma tenue dans ma boutique, elle est prête pour être portée, donc c'est du prêt-à-porter. C'est prêt-à-porter. Made in Burkina. Voilà. Et il disait, non, est-ce que vous n'avez pas autre chose? Je dis quoi? Quelque chose qui vient d'Europe. Je dis, ah bon? Je dis, non. Alors, j'ai eu du mal à vendre. Et qu'à un moment, il fallait que j'adopte d'autres stratégies qui étaient que les tenues venant de l'Europe étaient classiques, uniformes. Une chemise, c'est une chemise à col, ou une chemise à cravate, ou une chemise. Mais des chemises décontractées avec 2 tons, tout avec de la création, des designs par là, il n'y en avait pas. Alors je dis d'accord. Je commençais à faire mes produits en 2 tons, le col d'une autre couleur, la manche d'une autre couleur, un peu de trucs comme ça, pour m'amuser. Le client, les consommateurs, ils arrivent, ils disent ah c'est joli, mais c'est pas du prêt-à-porter. Je dis c'est joli, oui. La chemise, vous voulez, oui, mais c'est fait ici. Je dis oui. Je dis d'accord. Je dis on fait un pari. Il me dit quoi? Je dis vous achetez la chemise, vous me payez, mais vous avez droit à 2 semaines. Après 2 semaines, si je vous vois pas, je vous rembourse pas. Si au bout de 2 semaines la chemise ne vous intéresse pas, vous ramenez ma chemise et je vous rembourse. Il me dit c'est vrai? Je dis oui. Vous avez 2 semaines, mais 2 semaines passées, si vous venez, je vous rembourse plus. Vous gardez la chemise. Il s'est dit mais c'est intéressant. Je peux porter et puis ramener si ça me plaît pas. Je dis oui. Il paye, il prend sa chemise, il s'en va. Il va la porter timidement parce que c'est pas pour voir la réaction des gens. Mais la réaction des gens était tellement positive. Mais ta chemise, où tu l'as eue? Elle est jolie ta chemise. Où tu l'as eue? Dis-moi. Alors, lui, il est étonné que lui, sa chemise, faite ici, est appréciée par rapport à d'autres chemises
qui va aller payer cher, soit disant Pierre Cardin, Christian quoi, et puis non. 2 semaines, il revient. Je dis, vous avez apporté la chemise? Non. Qu'est-ce qui se passe? Non, je viens voir s'il n'y a pas une autre. Ah, vous la gardez quand même? Oui, oui. Oui. Vous avez organisé mécaniquement votre style commercial. Oui. C'est-à-dire que c'est le client lui-même qui vend votre marchandise à votre place. Ouais. Mais c'est parce qu'on est passionné en fait. Tout à fait. C'est la passion qui envoie ça. Parce que si j'ai un conseil à donner aux jeunes créateurs, si vous n'êtes pas passionné, l'argent ne viendrait pas. Une fois que vous êtes passionné, vous allez faire votre chemise, vous l'exposez. Même si vous n'êtes pas à vendre, vous allez vendre. Un client va venir vous forcer et va acheter la chemise. Une fois, lors du CIAO, c'est plus sur le CIAO KLM édition, j'ai pris un stand au CIAO à 700 000 francs, le stand climatisé. Et dans mon stand, j'ai fait ma collection. Et dans cette collection, j'ai mis pas à vendre. C'est juste pour montrer à la population ouagalaise, au peuple burkinabé, de ce qu'on pouvait faire avec notre coton local, qu'on appelle Faso d'Anfani. Mais je vous dis que même ce produit que j'ai mis pas à vendre, les clients veulent l'acheter. Et ils veulent l'acheter. Ils disent non, pourquoi vous exposez un truc que vous dites que vous ne voulez pas vendre? Moi, je vais l'acheter, je vais cette chemise, je vais la... Donc, c'est pour ça que je vais dire à ces jeunes créateurs, la jeune génération qui arrive, quand vous voulez faire un boulot, faites-le correctement. Si vous faites votre produit, votre collection, votre chemise, votre robe, vous le faites correctement comme si c'est vous-même qui allez la porter. Vous ne pouvez pas ne pas la vendre. Mais si vous faites seulement le produit pour l'argent, parce que vous avez besoin d'argent, si ça ne vous plaît pas à vous, que vous ne voulez pas la porter, le client non plus ne va pas acheter. Mais du moment où vous faites un produit où vous-même, vous n'avez pas envie de vendre ce produit, vous voulez la garder, sachez que le client aussi a envie d'acheter ce produit. Voilà le conseil que j'ai à apporter à la jeune génération dans la créativité. Disons déjà que vous vous installez difficilement avec votre atelier. Oui. En mettant en vente ces prêt-à-porter que vous créez de vos propres doigts et idées. D'accord. C'est avec du tissu importé ou bien vous étiez déjà dans le tissu traditionnel burkinabé? Alors, je peux dire que je n'étais pas d'abord dans le tissu traditionnel parce que techniquement, on avait un petit souci dans cette transformation pour arriver à avoir la teinture qui allait prendre et qui n'allait pas se déteindre. Donc, on avait ce problème-là qu'on ne maîtrisait pas d'abord. Je sais que pendant la Révolution, on a beaucoup travaillé sur ce tissu local et que c'est là où on a commencé techniquement à améliorer les couleurs pour que ça puisse prendre parce qu'on n'avait pas la technique pour que la teinture puisse être fixée sous le fil pour que ça se déteint pas. Au fil du temps, quand on s'est amélioré, on a trouvé des techniques et que l'assurance est venue et qu'on a commencé réellement à travailler sur ce tissu local. Sinon, on avait commencé avec du lin, du jean, des trucs comme ça pour faire nos créations, tout en associant éventuellement d'Anfani. Mais une fois que la technique est prise et qu'on arrivait à avoir du d'Anfani de très bonne qualité, c'est mis à 100% dans le local en ce moment. Parlons toujours de cette boutique. Comment les choses ont évolué au fil du temps? Alors, les choses ont évolué rapidement. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai pris un risque et qu'on n'était pas nombreux à faire du prêt-à-porter. Et quand je partais auprès de mes collègues créateurs en disant « Je voudrais vous dire quelque chose, est-ce que vous n'allez pas essayer de faire du prêt-à-porter ?» En fait, je partais vers les créateurs, les couturiers, je dis, est-ce que vous n'allez pas emprunter le chemin que je fais en faisant du prêt-à-porter? Beaucoup ont été très timides, ne voulaient pas prendre un risque. Ils disent, mais si on fait qu'on n'achète pas, qu'est-ce qu'on fait avec nos produits? Si on court et qu'on n'arrive pas à vendre, qu'est-ce qu'on fait avec nos produits? Je les ai seulement dit que vous ne pouvez pas ne pas vendre. Si vous faites pour l'argent, vous n'allez pas vendre. Mais si vous faites parce que vous êtes passionné, vous allez vendre. Certains se sont jetés dedans. Ils ont eu de bons résultats. D'autres ont hésité longtemps avant de venir. Je sais que chaque 2 semaines, les clients venaient sur Idemava pour voir s'il y a de nouveau. Chaque 2 semaines. Parce que ma politique était que chaque 2 semaines, une nouvelle collection. Des petites quantités, mais chaque 2 semaines, il y a de nouveau. Idemava a commencé comme ça. Donc ça a été rapide parce que dès lors que tout le public ouagalais a su que chaque 2 semaines on peut avoir du chemise fétiche magique, ils viennent. Donc ça a été rapide, ça a pris vite, je peux dire. Et aussi il y a les étudiants, il y a les cadres qui n'hésitaient pas à dire tiens, je vais sortir, je vais au ciné, je vais en boîte, j'ai besoin d'une chemise. Pour sortir dans cette chemise classique
à cravate, manche longue, couleur blanche ou couleur bleue, qui est trop européen, pour sortir de là. Vous arrivez en boîte, vous allez voir 20-30 personnes qui ont des chemises classiques. L'autre vient avec une chemise, non, c'est différent. Tout le monde se tourne pour le regarder. Il s'est fait remarquer. Même si c'est pas cher, même si c'est 6 000 ou 7 000, dans le temps, on vendait les chemises à 6 000, 7 000, que l'autre va payer du prêt-à-porter à 20 000. Mais lui, sa chemise à 6 000 est beaucoup plus appréciée. Il faut rappeler que cette chemise de 6 000 aussi était un prêt-à-porter, mais made in Burkina. Oui, made in Burkina. Made in Burkina. Voilà. Donc, il y a cette fierté de porter made in Burkina. Je sais qu'une fois, je suis allé dans un pays européen où il y avait un concert d'un grand artiste. Et il y a un arrangeur américain qui est venu dans ce concert. Et moi, j'avais effectué un voyage à quelque part dans un pays. Et j'ai fait un escale dans cette capitale. Donc, comme toujours, je porte Idemava. L'arrangeur de son américain est venu à côté de moi pour me demander dans quelle boutique j'ai payé ma chemise. Je dis, cette chemise vient de l'Afrique. Mais comment on peut l'avoir? Je dis, si je vote votre taille, je peux vous l'envoyer. Ça veut dire que l'Afrique peut vendre. L'Afrique a beaucoup... Il y a cette magie en Afrique. On ne doit pas se sous-estimer. On ne doit pas... Non. Les autres, ils n'ont pas 10 têtes. S'ils arrivent à le faire, ils n'ont pas 10 têtes. Et pourquoi nous, on n'arrive pas à le faire? Il faut avoir de l'audace. Il faut croire. Il faut être passionné. Il faut que l'accompagnement suit. Mais l'accompagnement des gens qui ont une politique de développement, comme les Juifs. Les Juifs, ils ont une politique, eux, ou rien. C'est dommage qu'en Afrique, on n'a pas ça. Sinon, l'Afrique, c'est le paradis. Aucun jeune ne va aller chercher du boulot ailleurs. Au contraire, c'est des autres qui vont venir. Mais c'est dommage parce que on n'arrive pas à... Je ne sais pas si c'est une formation qu'on doit donner, qu'est-ce qu'on doit faire. En Afrique, en général, cette politique de développement endogène est timide et on sous-estime. Alors que c'est notre identité, en fait. Alors, parlons de formation. On sait qu'il n'est pas donné à tout le monde le coup des prêt-à-porter. Alors, vous avez reçu une formation en allant dans une école de couture ou bien c'est la formation que vous avez appris sur le tas? Je ne suis pas allé dans une école de couture internationale, en dehors de mon pays. En Afrique, on a des atouts. On a des talents. On a des têtes. On a des couturiers ici qui n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Parce que le prêt-à-porter, je vais vous dire quelque chose. Le prêt-à-porter, c'est quoi? Même la couture. C'est vrai, on a plein des écoles ici qui sont formidables, qui font du bon boulot, qui ont besoin juste quelques accompagnements. Mais moi, j'ai appris sur le tas. Et le fait que je suis passionné, je me suis lancé dans les bouquins pour apprendre ce que c'est. Si on est passionné, on apprend tout. Comme quand je faisais le sport, le tennis, je partais sur un terrain et j'avais mon livre de tennis et que j'appliquais les gestes qu'on m'a donné. J'avais un mur et quand je n'ai pas de joueur, je joue contre le mur en appliquant les gestes en fonction du livre que j'ai. Et quand j'ai un adversaire en face, maintenant, j'applique les gestes en m'entraînant. Donc, c'est tellement simple pour se former. Mais si on n'est pas passionné, même si on va dans une école professionnelle, même si on a 10 ans, même si on fait 20 ans, si on n'est pas passionné, c'est zéro. Il faut d'abord être passionné. Si on est passionné, c'est vite, on apprend vite. Donc moi, j'ai appris sur le tas, je ne suis pas allé nulle part. Mais l'expérience que j'ai aujourd'hui me permet de gagner à manger. Et je peux le transmettre. Je le transmets d'ailleurs à tout moment à la jeunesse. Parlons de cette expérience que vous transmettez à la jeunesse. Vous avez mis en place votre atelier qui reçoit les jeunes apprenants, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Alors, j'ai un projet qui n'est pas encore réalisé. Ça, c'est quand je vois les enfants qui traînent par là, qui jouent au football par là, qui font ça, qui font ça. Je suis triste. Quand je vois les mendiants qui tiennent les boîtes pour mendier, je suis triste. C'est pas une fierté en étant africain de pousser, apprendre à mendier un enfant. Je trouve que c'est une insulte. J'ai fait des pays, je n'ai pas vu. Et pourquoi l'Afrique? Et on peut remédier à tout cela. D'abord, pourquoi l'enfant est dans la rue? L'enfant n'a pas demandé à être dans la rue. Si on fait un enfant, c'est pas pour mettre dans la rue. Et mettre l'enfant dans la rue, je trouve que c'est un crime. C'est malheureux parce que cet enfant peut être une tête, il peut avoir du talent. Qu'est-ce qu'il apprend dans la rue? Pour être mendiant, et qu'est-ce qu'il va apprendre lui, ses enfants? Pour être mendiant, de l'Afrique va être mendiant à tout moment. Non, il faut qu'on arrête ça. Et je me suis dit, j'ai un bout de truc là, et je voudrais faire un truc
où tous les jeudis ou c'est le mercredi où les enfants ne vont pas à l'école. Vous venez là, vous bricolez. C'est la couture qui vous intéresse, vous bricolez. C'est autre chose, vous bricolez. Votre temps est là. C'est en bricolant qu'on peut inventer quelque chose. Mais c'est pas en étant dans la rue avec une boîte qu'on peut inventer quelque chose, qu'on peut innover quelque chose. Pourtant, ces enfants qui ont des boîtes, ils peuvent déplacer des montagnes. Ils sont pas bêtes. Et nous, non, on les jette dans la rue. Et quand tu vas donner 100 francs à un enfant, tu l'aides pas. Demain, il faut encore lui donner 100 francs. Et après, demain, il faut donner 100 francs. Et ainsi de suite. Et il apprend quoi? Donc, voici un peu où je pense apporter ma contribution à ces enfants. Là, j'ai un coin où on forme des femmes dans le tissage, centre de tissage. Quelquefois, on reçoit des femmes qui sont un peu déplacées, qui viennent, bon, on leur donne un métier à tisser, on les apprend. Il y a une formatrice qui est là, qui les montre. L'atelier est construit, c'est pas encore fini pour les enfants, pour apprendre la couture, c'est pas encore fini. C'est fini, mais il reste le matériel à mettre. Voilà, tout doux. Donc, on va tout doux. Je pense qu'on va arriver à quelque chose. Le nom Idemava va au-delà de nos frontières, les frontières de Burkina Faso. Et quels sont les pays où la mode a transporté notre créateur Idemava? Bon, je pense que la marque Idemava, la boutique Idemava est implantée seulement au Burkina Faso, à Ouagadougou, pour l'instant. Mais Idemava lui-même se déplace de pays en pays pour apprendre des autres et apporter aussi son expérience aux autres. Donc je peux dire que presque l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, j'ai presque tout sillonné pour voir un peu. Et je constate qu'en Afrique de l'Ouest, on est un peu en avance dans la mode. Mais l'Afrique a quand même beaucoup à vendre et beaucoup de consommateurs, un gros marché. Je prends Espace UMOA. Déjà, c'est un gros marché. Quand on prend 20 millions de Burkinabés ici, 20 millions à Abidjan, 20 millions à Dakar, 20 millions à Niamey, 20 millions au Mali, un peu partout, vous voyez que c'est un gros marché. Et on n'arrive pas à conquérir ce marché. Donc, il faut que les économistes ou les investisseurs ou les spécialistes de développement des pays voient quelle stratégie il faut mener pour arriver à créer quelque chose. On ne peut pas dire l'État doit tout faire, l'État ne peut pas tout faire. C'est à nous aussi de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays. Donc il faut que les opérateurs, ceux qui investissent, les investisseurs, les économistes, techniciens en stratégie de développement, tous se mettent ensemble pour voir en Afrique, il y a un gros marché, comment on va faire pour avoir ces marchés, comment on va faire pour créer de l'emploi, pour que les enfants ne partent plus, se faire tuer dans l'océan. Et on peut le faire, c'est pas sortir, parce que l'Afrique est tellement riche, il y a beaucoup d'argent. Si des gens viennent en Afrique, c'est parce qu'il y a l'argent. Si les Chinois viennent, les Libanais sont là, toutes les nationalités sont là, l'Asie est là, c'est parce qu'il y a l'argent, ils n'iront jamais dans un continent où il n'y a pas d'argent. Donc arrêtons de dire l'Afrique est pauvre, c'est archi faux. Mais c'est vrai. Au-delà de l'Afrique, est-ce que vous avez conquis en Occident d'autres pays où vous avez exporté la mode africaine? L'Occident, non. Mais si nous voulons et que nous avons une bonne politique de stratégie, nous pouvons, parce que la mode peut bien se développer. Je vois dans les réseaux sociaux, il y a des boutiques de prêt-à-porter africains dans les grands pays, dans les grandes capitales, en Occident, un peu partout. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose et j'encourage tous ceux qui font ça de continuer parce que c'est important. Idemava participe à des compétitions de défilés et autres. Avant, oui, mais maintenant, non. Ce que je fais, c'est éventuellement faire la promotion des jeunes créateurs, de ceux qui montent et tout et tout. Donc, je peux organiser des défilés et éventuellement une vitrine pour faire la promotion de ces jeunes-là. Mais moi, je ne participe plus à des compétitions pour le défilé, je laisse la place aux autres et j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire, une vitrine pour qu'on puisse voir les autres, pour qu'on découvre les jeunes talents qui sont en Afrique. Quelle est la température de la collaboration que vous entretenez avec les autres créateurs au Burkina? Ah, c'est magnifique. Parce que au Burkina, il y a des jeunes couturiers, il y a des jeunes créateurs, il y a du talent. C'est fou, il y a du talent. Ils ont juste besoin de pas grand-chose. Et comme je dis, on a besoin de stratégie de vente. C'est tout. Trouver des spécialistes
qui ont des techniques. Quelle stratégie il faut faire pour que les produits soient vendus? C'est tout ce que ces jeunes cherchent. Et l'ambiance est magique parce que tout le temps, on est ensemble, on cause ensemble, on est tout le temps connectés, on apprécie tout le temps tout ce que les gens ont fait. On est tout le temps en contact et voilà quoi. Donc, quand il y a un défilé, on est ensemble, tout et tout. Quand il y a des réunions, quand il y a des conférences, quand il y a une rencontre de mode, on est tous ensemble. Donc, c'est vraiment une collaboration avec une ambiance formidable. S'il y a quelque chose à pas faire dans la mode au Burkina aujourd'hui, quelle peut être cette chose? Nous voulons des stratégies de vente parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui ont du talent et qui créent des trucs super beau. Donc, nous avons besoin juste des spécialistes de stratégie pour pouvoir vendre nos produits. Il y a ça à parfaire pour que les créateurs puissent vendre les produits. Que ce soit du domaine de la mode, comme du domaine de tout ce qu'on peut transformer, hein. Même dans, vous voyez dans les réseaux sociaux, beaucoup maintenant, on arrive à transformer tout ce qu'on produit, comme l'agriculture, les légumes, tout ça. Donc, au lieu que nous consommons ce qui vient d'ailleurs, il faut que nous essayons de voir comment il faut faire pour que nous puissions consommer ce que nous produisons et vendre aussi ailleurs. Donc, c'est ça qu'il faut améliorer. Idé Mava, ça fait combien d'années déjà de carrière dans la mode? Je peux dire que juridiquement, en 88, plus de 30 ans ou bien une trentaine d'années d'expérience. Voilà. C'est toujours la même passion qui est là. La mode, c'est comme une drogue. La création, c'est comme une drogue, en fait. On est dedans. C'est notre vie, en fait. Tu vas te lever à 1h du matin ou à 2h du matin, tu réfléchis à quelque chose. En bas de mon lit, je posais un crayon et un petit bouquin. Et dans mes rêves, quand quelque chose arrive, je me lève, je fais juste des petits croquis et puis je m'endors. Parce que quand je me réveillais, au bout d'une heure, 2 heures, quand quelqu'un me parle, j'ai déjà oublié. C'est que de quoi j'ai rêvé, de quel modèle l'inspiration est venue. Si vous ne le faites pas, vous ne le mentionnez pas, que vous vous levez le matin, 1 heure, 2 heures, que quelqu'un vous parle, vous causez, vous oubliez, vous voulez remettre ça sur place, vous voulez redessiner ce que vous avez eu dans l'inspiration, dans votre rêve, c'est fini, vous ne pouvez plus. Donc, ça aussi, je veux conseiller aux créateurs. Il est aussi intéressant d'avoir un crayon avec un petit bouquin, un carnet, à côté de votre lit. Dans la nuit, quand vous rêvez d'un modèle où l'inspiration est venue dans la nuit, n'hésitez pas de vous lever et puis faire juste un petit truc que quand vous allez vous rappeler maintenant, vous allez finaliser. Ça va vous aider dans la création. Ça, c'est important. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Voilà. Terminer cet entretien dernièrement. C'est d'abord dire merci à votre structure radio Bizier Inter qui éventuellement se bat pour faire sortir les créateurs, tous les artistes, pour les faire montrer au monde entier, parce que ce que vous faites c'est bien, parce qu'il y a des jeunes qui ont du talent. Et je vous conseillerais aussi la prochaine fois de chercher des jeunes créateurs qui brillent, qui montent, qui sont dans les quartiers pour faire leur promo. Je demande que la paix revienne dans notre pays, parce que le Burkina c'est notre pays et c'est à nous de construire notre pays. Nous devons nous mettre ensemble pour construire ces pays, nous entendre et arrêter de nous battre. Quand je vois comment les Européens sont unis, même s'ils ne sont pas d'accord entre eux dans les causeries, dans les idées, quand il s'agit de l'intérêt de leur pays, ils sont unis. Il faut que l'Afrique commence à faire ça. Il faut que le Burkina commence à faire ça. Je ne suis pas d'accord avec vos idées, d'accord? Mais ce qui est pour l'intérêt de mon pays, il faut qu'on soit d'accord. Pour ça, c'est important. Donc, je demande qu'on essaie d'être unis pour la sécurité de notre pays, pour que la paix revienne dans notre pays. Vive le Burkina Faso. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. RBI Découverte. Allez à la découverte du monde à travers le partage d'expériences, des métiers, des enseignements et des conseils. RBI Découverte, un canal de divertissement et de promotion des jeunes talents. RBI Découverte, votre émission, un créneau d'apprentissage des leaders. Radio Bizier Inter, un canal d'expression pour les jeunes.